et à tous. Merci aux éditions des Compagnons d'Humanité d'abord de m'avoir permis d'accueillir le livre d'Alexander dans cette collection, et puis merci aussi de nous accueillir ce soir pour en parler. Merci pour l'hospitalité, voilà, ça nous fait très plaisir. Alors peut-être pour lancer la discussion, mais déjà vous présenter un peu plus en détail Alexander Schnell. Donc comme tu l'as dit, Alexander est professeur à l'université de Wuppertal. Il occupe la chaire qui a été jadis celle de l'Astrotélie, et il est spécialiste de phénoménologie. Donc c'est aussi de phénoménologie qu'on va parler. Alors la spécificité, je trouve, du parcours d'Alexander, si on analyse ou si on s'intéresse à son œuvre philosophique, qui est déjà immense, puisque Alexander est un auteur prolixe. Il y a, je crois, une trentaine d'ouvrages déjà peut-être à ton actif. C'est que cette œuvre se divise peut-être en 4 parties. Alors je vais le dire parce qu'on va retrouver des éléments ensuite probablement dans la discussion. D'abord, Alexander est spécialiste de la philosophie allemande classique, de ce qu'on pourrait appeler un peu largement l'idéalisme allemand, et notamment de Fichte. Il a aussi des travaux, c'est le deuxième pan de son travail, des travaux en histoire de ce qu'on appelle la phénoménologie classique, c'est-à-dire la philosophie des pères fondateurs allemands, Husserl, à qui il a consacré, sauf erreur, sa thèse de doctorat, qu'il a soutenue sous la direction de Françoise Dastur à Paris 12, et Heidegger, à qui il a consacré aussi un certain nombre d'ouvrages, et on peut ajouter aussi l'œuvre d'Eugen Fink, qui est le plus proche disciple de Husserl autour des années 30, et auquel Alexander s'intéresse beaucoup, et dont il dirige aussi les archives, ou co-dirige les archives à l'université de Wuppertal. Troisième pan de son travail, de l'histoire de la phénoménologie française cette fois, donc des travaux, des monographies consacrées à ce qu'on pourrait appeler la troisième génération des phénoménologues, donc essentiellement français, avec des ouvrages sur Lévinas, sur Derrida, et puis sur Marc Richir, le phénoménologue belge, dont je crois pouvoir dire qu'Alexander est le plus grand connaisseur au monde, en plus d'avoir été un ami proche qui a pu recueillir un certain nombre aussi de paroles importantes. Et puis enfin, quatrième partie de ton travail, et c'est évidemment celle qui va nous intéresser sans doute le plus ici, c'est un travail on ne sait pas comment dire, enfin de philosophe ou de philosophie ou de phénoménologie générale, et tu construis toi-même une pensée philosophique originale. Alors dans la lignée de ces 3 pans, l'historien de la philosophie allemande classique, l'historien de la phénoménologie classique, l'historien de la phénoménologie contemporaine, mais une œuvre propre, que tu as placée sous différentes rubriques au fur et à mesure que tu l'as développée, d'abord phénoménologie constructive, puis idéalisme spéculatif, peut-être plus davantage maintenant phénoménologie générative, mais où donc tu tentes de développer ta propre phénoménologie, encore une fois, dans la lignée des différents travaux d'histoire de la philosophie que tu as menés. Alors, le livre qui nous réunit aujourd'hui paraîtra un peu en décalage par rapport à ces 4 aspects et dimensions de ton travail, puisque c'est un livre qui est consacré à l'analyse d'une série, vous connaissez sans doute, qui s'appelle Black Mirror, qui est une série américaine créée par Charlie Brooker, anglaise, pardon, par Charlie Brooker, qui est une série, disons, d'anticipation. Et avant que tu nous dises, au fond, ce qui t'a motivé, toi, philosophe bien sous tout rapport, à te lancer dans l'écriture d'un livre sur une série, je voudrais dire juste 2 petites choses qui commenceront peut-être à situer, disons, cette entreprise. La première chose que je voudrais dire, c'est que c'est effectivement le livre d'un philosophe sur une série, mais qui évite, à mon avis très bien, les écueils de ce qu'on peut appeler, ou ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la pop philosophie, c'est-à-dire la tentative de faire de la philosophie sur des matières non philosophiques, supposément populaires, de telle sorte qu'on soit convaincu qu'il y a de la philosophie aussi dans les œuvres de la pop culture. C'est pas du tout, c'est pas qu'il n'y en ait pas, mais c'est pas du tout ton entreprise, c'est pleinement un livre de philosophie, et c'est pleinement un livre sur la série. Et donc ce qui se joue entre les deux va être à déterminer, mais il n'y a pas de concession sur le plan de la philosophie, il n'y a pas non plus de concession sur le plan de l'analyse de ta matière. Voilà, c'est un des aspects qui me semble important, parce que c'est du coup un livre qui est de haute tenue sur un plan philosophique, pas du tout de la vulgarisation philosophique, et en même temps c'est un livre qui rentre
pleinement, intégralement dans ce qui constitue son objet. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est, je crois, dans l'ensemble de ton travail, la première fois que tu essaies de situer ce qui pour toi constitue le cœur de la réflexion philosophique dans l'histoire. Alors pas simplement dans l'histoire de la philosophie, hein, mais dans l'histoire des hommes sur la Terre, hein, c'est-à-dire dans ce qui constitue pour nous le moment historique. Et je ne crois pas que tu l'avais fait avant, je pense que tu l'as fait à cette occasion. C'est une question de savoir pourquoi, parce que c'est à cette occasion que tu as été conduit à le faire. Et c'est tout à fait patent dans ce qui constitue et l'introduction et la conclusion du livre, où tu prends position par rapport à ce qui semble constituer le zeitgeist de l'époque, enfin voilà, un moment, l'époque dans laquelle, ou sous la condition de laquelle on est conduit à penser. Donc voilà pour deux petits propos introductifs, du coup voilà, double question pour lancer l'entretien. Donc d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur une série de la manière dont j'ai essayé de l'écrire, c'est-à-dire pas du tout pour essayer de vulgariser quelque chose de la philosophie, mais pourquoi est-ce qu'il y a une nécessité philosophique à écrire sur une série ou à partir d'une série, et cette série-là. Et puis, deuxième détermination, en quoi est-ce que c'est lié avec, je n'ose pas dire la prise de conscience, mais en tout cas le souci pour toi de, enfin, en quelque sorte, poser la question du rapport entre la philosophie telle que tu la conçois, telle que tu as envie de la concevoir, et puis l'époque dans laquelle on se trouve, où il te semble qu'on se trouve. Voilà. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je voudrais remercier vous deux, à la fois de m'avoir accueilli dans votre maison d'édition et dans la collection de Grégory, et d'avoir organisé cette soirée qui s'annonce très sympathique. Je suis très heureux que vous ayez choisi Grégory pour ça, parce que, pour plein de raisons, mais on est en fait des amis très proches, et pour moi personnellement, même si j'ai quand même pas mal d'interlocuteurs philosophiques avec qui je peux vraiment avoir des vraies discussions philosophiques, c'est quand même avec Grégory que j'ai les meilleurs. Donc c'est très beau qu'on se retrouve ici. Voilà, donc je vais essayer de répondre à tes deux questions. Alors, ce n'est pas très facile parce qu'il y a des raisons immédiates, des raisons spontanées, et depuis que ce livre a été écrit, je me suis rendu compte que ça a enclenché un tas de choses qui débordent complètement ce qu'il y a dans le livre. Et donc, forcément, j'ai écrit ce livre il y a 1 an et demi, l'été, pas de cette année, mais de l'année dernière, tout simplement parce que je suis retombé sur cette série. J'avais déjà commencé à regarder un peu de temps avant, à partir du début, et ma tendre épouse, avec qui, après une journée très chargée de travail le soir, comme tout le monde, on essaie de se détendre avec des trucs comme ça, et bien on est tombé sur cette série, le premier épisode de la première saison, et c'est extrêmement provocateur et extrêmement gênant. Beaucoup de gens arrêtent de regarder la série après ça. Si vous vous rappelez, si vous connaissez, c'est l'épisode où, avec le Premier ministre britannique qui se fait enlever, etc. Et qui... Ça ne s'arrête pas là. et qui, en fait, pour se faire... Non, c'est une princesse, la princesse anglaise qui est enlevée, et le Premier ministre, pour la sauver, est obligé de copuler avec une truie filmée. Bon, c'est ça le sujet. Enfin, ça c'est la trame extérieure, mais en fait, il y a des choses beaucoup plus fines et intéressantes dans cela que ça. Mais il n'empêche que cette action, cette trame-là fait que beaucoup de personnes arrêtent de regarder la série à partir de ce moment-là, et c'est dommage. Et je suis retombé sur un épisode de la 4e saison qui s'appelle John is Awful. John est horrible. Et ça, c'était le fait de regarder cet épisode-là, c'était immédiatement, même pendant que je la regardais, une sorte de choc pour moi, parce que tout simplement, je me suis rendu compte que
pour la première fois, ça m'est arrivé de façon aussi tranchante en regardant quelque chose qui apparemment n'est pas très philosophique, une série Netflix, c'est quand même à peu près ce qui est le plus loin de ce qu'on peut imaginer comme philosophie. D'ailleurs, je me permets de le dire, j'avais proposé le livre avant à Gallimard, et le rédacteur en chef m'a répondu très sèchement en disant si des séries comme ça étaient philosophiques, ça se saurait. C'était le refus. Ça reste de savoir. On mettra un bandeau rouge. J'ai même pas répondu. Donc ça semble être extrêmement éloigné de la philosophie, mais en regardant cet épisode-là, John Esloff, je me suis immédiatement rendu compte que, très curieusement, je trouve mis en série, mis à la télévision, des sujets très précis sur lesquels je travaille depuis 10-15 ans et qui sont formulés dans un langage académique, technique, extrêmement technique, et qui trouvent peu de lecteurs parce que c'est pas une littérature grand public que nous produisons, enfin que je produisais et que je continue évidemment à produire aussi. Donc une rupture avec les usages d'écriture et puis bon, j'ai immédiatement réfléchi à cet épisode-là et puis j'ai commencé à regarder de façon extrêmement hystérique tous les autres épisodes en très peu de temps, mais pas plus qu'un épisode par jour parce que c'est une série qui est quand même, je veux dire, ça se regarde pas comme je ne sais pas, n'importe quelle autre série qu'on peut regarder comme ça d'un trait, ça c'est impossible avec ça. Donc bon, ça a quand même pris quelques semaines. Mais du coup, l'écriture était extrêmement rapide aussi. Donc la première raison, c'est, je me suis dit, ça me donne l'occasion de parler de ce que je fais, de ce qui m'intéresse le plus, avec une matière qui devrait parler à tout le monde, parce que il suffit de regarder la série et on va pouvoir comprendre ce qui m'intéresse. Mais après, il y a d'autres choses qu'il faudrait rajouter qui me concernent plus personnellement. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'était aussi l'expérience d'une amorce d'un autre type d'écriture. En fin de compte, ça reste, comme tu l'as justement dit, ça reste quand même un livre à peu près classique de philosophie. Il y a des références philosophiques assez techniques par moment que j'essaie d'expliquer le plus clairement et le plus facilement possible. Mais quand j'ai donné le texte à lire à ma famille, à mes cousins, mes frères et sœurs, etc., c'était très triste parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Alors, pour moi, c'est tout à fait différent comme style d'écriture, mais pour des lecteurs totalement non habitués à l'écriture philosophique universitaire, ça reste quand même, je pense... Enfin, ça demande quand même beaucoup de concentration, beaucoup de volonté pour s'accrocher. Mais pour moi, personnellement, c'est différent. Pour moi, c'est vraiment un autre type d'écriture, une écriture beaucoup plus libre, beaucoup plus rapide aussi. Ça a été écrit en 3 semaines, normalement, ça prend beaucoup plus de temps pour écrire un livre. Et puis, ça aborde évidemment des sujets qui sont... aujourd'hui, on peut quand même parler presque de tout en philosophie. Donc, on ne peut pas dire que c'est des sujets qui sortent de la philosophie ou qui débordent la philosophie. Mais en tout cas, pour moi, ce sont des sujets dont je n'avais pas à traiter philosophiquement, et c'était l'occasion de commencer à faire ça. Et ça m'a donné en même temps à beaucoup réfléchir, à poursuivre ce type d'écriture, peut-être sous d'autres formes aussi, mais voilà. Après, l'autre question, c'est pourquoi, pour la première fois, aborder un sujet qui, d'une certaine façon, m'a amené aussi à me demander, mais qu'est-ce qui est pertinent aujourd'hui ? Quels sont des thèmes pertinents dont on peut parler aujourd'hui en philosophie ? Et bon, c'est vrai que c'est dans l'introduction et la conclusion que c'est abordé. Après, la partie principale du texte, c'est plutôt une analyse des épisodes de la série, avec quelques
chapitre introductif au préalable. Mais ça s'est un peu présenté presque naturellement, parce qu'en réfléchissant sur ce que dit en fait la série Black Mirror du point de vue philosophique, quelles sont les idées fondamentales, ça m'a immédiatement amené à établir des thèses qui étaient en même temps déjà des thèses sur quels sont les traits caractéristiques de l'époque actuelle, pour parler, utiliser un titre d'un livre de Fichte qui avait fait ça il y a 200 ans et qui était déjà effectivement une réflexion sur l'histoire. Mais ça reste complètement, il faut quand même être clair et franc, ça reste très rudimentaire, ça reste très sommaire aussi. Ce sont en fait des éclairs qui sont un peu jetés comme ça, mais ce n'est pas élaboré, ce n'est pas approfondi, c'est vraiment une amorce, vraiment un commencement. Et puis, je dois avouer, c'est un aveu, mais nos conversations aussi, on sent pour quelque chose. Parce que toi, tu fais très décidément ça, et moi, avant, je ne le faisais pas du tout. Et donc, du coup, aussi, je me suis demandé qu'est-ce que moi, j'aurais à dire là-dessus. Mais ça, c'était pas moteur. Ça s'est trouvé comme ça. Mais bon, ça en fait partie quand même. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est plus important que ce que tu dis. Mais pour l'instant, c'est toi qui sais, du point de vue du processus d'écriture. En tant que lecteur, en fait, ça me paraît très déterminant, cette manière de situer. Alors, juste pour avancer sur ce point... Qu'est-ce qui te semble plus important que celui-là ? Ce qui me semble intéressant, c'est que... Alors, je disais tout à l'heure, c'est pas un livre de pop philosophie sur les séries, parce qu'il y en a énormément. C'est pas du Sandra Logier, autour de la question des séries. Mais pourquoi ? Parce que c'est pas une tentative de, encore une fois, extraire de la philosophie d'une matière non philosophique, c'est une tentative d'organiser une rencontre entre des thèses, des concepts, des problèmes philosophiques et une matière cinématographique ou télévisuelle. C'est pas du tout la même idée, hein, d'organiser des rencontres ou d'essayer d'extraire quelque chose à partir d'autre chose. Alors quand même, la thèse principale du début du livre, qui encadre le livre, c'est que l'époque est une époque qui est déterminée ou surdéterminée par la question de l'image. Et d'une image sous une certaine forme, qui est l'image numérique, etc. Donc articulée à une certaine forme d'époque de la technique. Et ce que je trouve intéressant et très beau dans le livre, c'est que la rencontre que tu organises, c'est la rencontre entre cette époque qui, à tes yeux, est mise en scène par Black Mirror, travaillée, réfléchie par Black Mirror, et toute une histoire de la tradition philosophique dont tu es par ailleurs spécialiste, qui est l'histoire de la philosophie dite transcendantale, à partir notamment de Fichte, donc un des grands représentants de l'idéalisme allemand, qui avait lui introduit dans la philosophie transcendantale ce qui n'y était pas vraiment, ou de manière très embryonnaire, chez Kant, à savoir justement la question de l'image, et l'articulation entre image et réalité. Et donc, c'est assez beau d'imaginer que justement l'histoire a ses détours, c'est-à-dire c'est finalement un philosophe allemand du début du 19e siècle qui nous permet de comprendre en quelque sorte l'époque contemporaine, c'est-à-dire qu'il y a un concept d'image qui nous permet de comprendre l'époque contemporaine, et en même temps, voilà, l'époque contemporaine se prête à la réflexion philosophique à partir du moment où elle se constitue autour de ce rapport très trouble qui existe finalement entre la réalité et l'image. Et ça te conduit quand même à prendre position par rapport à la question de savoir ce sous la condition de quoi on pense. Bon, c'est vrai qu'immédiatement, on a envie de penser que ce sous la condition de quoi on pense, c'est plutôt la question de l'anthropocène, c'est plutôt la question de la destruction planétaire, etc. Et toi, tu prends position en disant oui, c'est important, etc. Mais il ne faut pas négliger cette question de l'image. Alors, tu ne dis pas que ce soit exclusif. Hein, à certains moments, tu te positionnes aussi par rapport à cette question. Puis l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut être dans l'époque de l'image et être en train de tout détruire quand même, c'est pas un problème. Mais philosophiquement parlant, ce qui te semble plus déterminant, en un certain sens, c'est ce primat de l'image, en tant que ça redétermine le sens de ce qu'on appelle la réalité. Alors justement, est-ce que tu peux me dire en quel sens est-ce que pour toi il y a ce lien qui se noue entre image et réalité, et quelle est la spécificité de ce nouage dans l'époque qui est la nôtre ? Oui, alors je commencerai par dire que d'une certaine façon, la question de savoir
si nous sommes dans l'être vrai ou dans une apparence, c'est une question qui accompagne la philosophie occidentale depuis ses débuts. Depuis Parménide et Platon, on pose ce genre de questions. Et une première thèse qui d'abord n'a rien à voir avec Black Mirror, mais que je défends vraiment très clairement, c'est de dire que à partir du début du 19e siècle, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de la philosophie occidentale qui s'inscrit vraiment en faux par rapport à une certaine continuité concernant ce rapport entre l'être et l'apparence. C'est effectivement dans la philosophie de Fichte qui propose une interprétation originale de la philosophie de Kant. Kant a effectué, d'après sa propre lecture du geste philosophique qu'il a proposé, il a réalisé ce qu'il a appelé une révolution dans la philosophie, qu'il appelle une révolution copernicienne. Et cette révolution consiste à dire que si on veut comprendre ce que c'est que le réel, l'objectivité, je le dis en des termes non techniques maintenant, simples, si on veut comprendre ce qu'est le réel et surtout on veut essayer de comprendre comment on peut connaître quelque chose du réel. Si on veut connaître quelque chose du réel, il faut comprendre que le monde, les choses, le réel n'est pas indépendamment de notre rapport au monde, aux choses, au réel. Et que, d'une certaine façon, le sujet entre de façon constitutive dans la constitution de l'objectivité. Ça, c'est la thèse de Kant. Et Fichte reprend ce geste en disant il faut vraiment tirer les conséquences ontologiques, gnosiologiques, etc. de ce geste philosophique. Et il faut aller plus loin dans la détermination de cette objectivité en tant qu'elle est constituée et par quelque chose qui vient de l'extérieur et par quelque chose qui est apporté par le sujet. Et la thèse de Fichte est de dire le réel, en fait, c'est l'image. Le réel n'est pas l'objet, le réel n'est pas le sujet ou le rapport sujet-objet, le réel, c'est l'image. Et c'est d'ailleurs intéressant que Bergson va s'en souvenir. En tout cas, ce qui change par rapport au courant historique de l'histoire de la philosophie occidentale, c'est qu'on n'est plus dans la situation de se demander qu'est-ce que l'être, le vrai, et comment ça se distingue de l'apparaître, de l'apparence, de l'illusion, etc. Mais c'est d'une certaine façon un retournement et qui dit que ce qui est le réel, ce n'est pas quelque chose qui vient que du sujet ou qui vient de l'objet, que de l'extérieur, d'une réalité déjà présupposée. Mais ce qui constitue fondamentalement le réel, c'est l'image. Et donc après, il faut comprendre ce que c'est qu'une image. Voilà. Et ce qui caractérise fondamentalement... Bon, alors le problème, c'est que je suis allemand et... C'est pas un problème. Non, mais j'allais dire, je pense en allemand, mais c'est même pas vrai. J'ai presque vécu pendant 30 ans en France, donc j'ai commencé à être socialisé avec les études en France, etc. J'ai d'abord écrit en français, la philosophie en français, mais bon, il y a quand même, pour un mot, il y a quand même une particularité qui n'est pas rattrapable en français, c'est que image, en allemand, Bild, veut dire complètement autre chose qu'en français. En français, quand on entend image, on pense forcément à l'idée que nous avons déjà quelque chose et il y a une copie de ça, et l'image, c'est la copie de ce qui est déjà. Et ce n'est pas le cas en allemand pour Bild. Parce que dans Bild, en allemand, on a ce qui prévaut dans la compréhension du Bild, c'est l'idée actif d'une production, d'une formation, d'une configuration. Bilden, en allemand, ça veut dire par exemple former, sich bilden, ça veut dire se former, au sens où s'éduquer, se cultiver, etc. Et
Et le problème, là, il y a vraiment un problème entre les deux langues, parce que quand on entend en allemand Bild, on sait tout de suite qu'on est dans cette dimension-là et dans cette configuration, ce qui n'est pas le cas en français. Alors, comment faire? Parce que en français, on n'a pas d'autre mot qu'image par rapport à ça. Eh bien, voilà, il faut se tordre l'esprit et penser un tout petit peu en allemand quand on pense en français l'image, parce qu'on a besoin de cette composante active pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà, donc ça c'est le cadre philosophique, et maintenant il se trouve que dans le premier épisode de la saison 4, John is Awful, est-ce que quelqu'un n'a pas vu cet épisode-là? Ok, donc vous avez besoin quand même de... Alors juste pour dire, il y a que dans le livre, il y a toute une... Pour chaque analyse d'épisode, tu commences par raconter l'épisode, par le décrire, par ce qui permet aux gens qui ne l'ont pas vu de suivre effectivement l'analyse philosophique que tu vas en proposer. Et tu parlais de forme d'écriture un peu nouvelle, etc. Je trouve que tu fais preuve de vrai talent de conteur. C'est-à-dire que tu racontes et tu synthétises vraiment très bien, très efficace les différents épisodes. Voilà. Bon, après, le mieux, c'est quand même d'aller les voir, évidemment. Hein, mais les descriptions qu'en fait Alexander sont quand même assez bonnes. Non, mais pour que je puisse continuer maintenant pour répondre à ta question, je suis obligé de donner quelques éléments de cet épisode, sinon on ne peut pas comprendre. De quoi parle cet épisode? En fait, de la situation suivante, une jeune femme rentre le soir chez elle, à la maison, et avec son compagnon, il décide de regarder une série Netflix. Alors ça s'appelle pas Netflix parce que mais ça s'appelle Streamberry, mais c'est Netflix. C'est le même son, tout est pareil. Et comme nous faisons tous, on est fatigué et on sait pas on sait bien que c'est pas souvent très intéressant, on zappe, etc. Et c'est ce qu'elle fait. Elle cherche quelque chose à regarder. Et puis, elle tombe sur une annonce d'une nouvelle série qui, visiblement, venait d'être publiée le jour même. Et on la voit, elle, sur la photo, mais un peu changée. Elle ressemble beaucoup, mais c'est pas exactement elle. Et le compagnon dit, bon, allez, regardons ça, et elle est très réticente, elle a un peu peur. Bon, il commence à regarder la série, et qu'est-ce qui se passe? Je reste bref. Ce qui se passe, c'est que l'héroïne, la protagoniste de cette série, c'est cette jeune femme, et elle revit dans l'épisode la journée qui vient de s'écouler. Avec des nuances. Parce que ce n'est pas exactement comme ça s'est passé dans la journée, mais elle est présentée comme un personnage assez méchant. Et bon, je ne vais pas tout spoiler, comme on dit. Ce dont se traite cet épisode, c'est justement le rapport entre le réel qu'on vit dans la journée et la mise en image dans la série. Et ce qui est maintenant très intéressant, il faut quand même que je le dise parce qu'on ne comprend pas. Ce qui est très intéressant, c'est que, bon, alors déjà on peut se demander, mais comment est-ce possible qu'on puisse voir sa journée qui s'est écoulée? C'est quand même impossible. Qui peut savoir? C'est une série qui joue pas aujourd'hui, elle joue dans 20 ans, 30 ans. Ça dépend des épisodes. Parfois, là, on est filmé, c'est en fait, l'idée est que, de toute manière, tout est enregistré par des caméras déjà qui nous enregistrent, mais aussi par nos téléphones portables, par nos ordinateurs, etc. Il y a des caméras partout. Et donc l'idée, c'est qu'il y a un ordinateur quantique, forcément, voilà, qui est capable de synthétiser en des instants toutes les données récupérées dans la journée, partout, pour tout le monde, pour chaque personne. Et dans cette série que la jeune femme regarde avec son compagnon, c'est en fait c'est un
prototype, c'est une série test. C'est la première personne avec qui ils ont essayé de faire ça. Mais l'idée, après, c'est de faire ça pour tout le monde, pour que chacun puisse se regarder comme ça. Mais ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que cet ordinateur quantique synthétise le réel à partir de plusieurs éléments, de plusieurs données. Et ce que ce que l'épisode donne à entendre en fin de compte, c'est que la vraie réalité, notre réalité, ce n'est pas la réalité qu'on croit vivre, hein, et qui peut être représentée dans une série télévisée, etc. Mais la vraie réalité, c'est la synthèse entre une réalité source à laquelle on n'a pas accès et le surplus produit par l'ordinateur quantique qui synthétise la réalité source et son propre surplus pour donner ce qui est appelé dans l'épisode le niveau fictif 1. Et le niveau fictif 1, c'est ça la vraie réalité, et pas ce qu'on croit vivre ou pas ce qu'on croit se représenter. Donc l'idée derrière, c'est que si on veut comprendre ce qui est le réel, c'est comme chez Fichte. C'est une image qui est la synthèse entre une réalité source et une forme d'imagination. Les philosophes transcendantaux appellent ça imagination. Dans la série, c'est appelé virtualité. Et il y a une différence. Évidemment, on ne peut pas dire Black Mirror, c'est Fichte maintenant mis en série. Mais il y a une différence parce qu'il faut réfléchir sur la distinction entre l'imagination et la virtualité numérique. Et je ne l'ai pas beaucoup fait dans le livre. Une fois, comme je disais tout à l'heure, ce qui a été amorcé là, ça m'accompagne depuis et je continue à réfléchir dessus. Et maintenant, il y a pas mal de choses que je dirais peut-être autrement. Mais pas par rapport à la série. Je pense que par rapport à la série, ça reste valable. Mais, et ça rejoint maintenant à nouveau la question que tu as posée par rapport à l'histoire. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que j'en récupère ou qu'est-ce que je retiens par rapport à l'histoire? Déjà, il y a une thèse extrêmement importante qui a été formulé par un autre philosophe avant, un phénoménologue ou quelqu'un qui a participé à la constitution de la phénoménologie, Heidegger. Vous avez aussi des livres... Il y a la version féminine là. Voilà, il y a Martin H. C'est Martin H en fait. Et Heidegger a formulé une thèse déjà dans les années 50, extrêmement intéressante. Il dit que la technique, tout ce qui relève de la technique, ce n'est pas simplement le résultat du développement et de l'évolution des sciences, une sorte d'annexe produit par l'évolution des sciences, mais thèse qui peut paraître d'abord un peu curieuse, mais qui est très utile pour comprendre Black Mirror. Sa thèse est de dire que la technique n'est pas seulement ça, ou pas simplement ça, mais la technique, c'est la façon dont, à la fin de l'histoire de la métaphysique, l'être, ce qu'il appelle l'être, à propos duquel il avait dit dans son livre majeur, Être et temps, il a dit à propos de l'être, l'être c'est ce qui donne sens et qui constitue le fondement de tout ce qui apparaît. Donc il dit, l'être, à la toute dernière étape de l'histoire de la métaphysique, se présente, s'exprime, se manifeste dans et à travers la technique. La technique est un mode de manifestation de l'être, dernière étape dans l'histoire qu'il a retracée.
Et d'une certaine façon, ce que je dis ou ce que je laisse entendre dans le livre, peut-être je ne le dis pas explicitement comme ça, mais je pense que je laisse suffisamment entendre, c'est l'idée que ce qu'on peut dire à propos du rôle et de l'enjeu de la virtualité dans notre vie aujourd'hui, et qui est raconté par la série, c'est un type ou une modalité de cette thèse heideggerienne à travers le rôle de l'image et de la virtualité pour nous dans notre vie. Et ça, la série décline ça de façon extrêmement intelligente et intéressante à travers des aspects très, très divers. Ça peut par exemple concerner notre rapport à la mort. Ça peut concerner notre rapport au temps. Et ce que la série a largement exploité aussi, par rapport à l'amour. Comment on vit aujourd'hui des rapports amoureux? Quel est le rôle de la virtualité là-dedans? Et il y a plusieurs épisodes qui sont assez étonnants pour ça. Oui, voilà. Et donc, à partir de là, effectivement, au début du livre, j'ai un peu osé poser quelques thèses par rapport à cette situation historique où le virtuel prend l'imaginal, le virtuel, cette combinaison-là, disons, s'exprime effectivement aujourd'hui et j'ai posé ça. Donc en un certain sens, ce que tu veux dire, c'est que ce que la série met en scène, c'est en fond cette idée selon laquelle est réel ce qui est mis ou ce qui peut être mis en image. Et de ce point de vue, alors justement, parce que Heidegger n'aurait pas dit les choses comme ça, mais comme s'il y avait au fond un dernier stade, ou peut-être pas le dernier, peut-être un autre, mais où au fond l'idée que la technique est la manifestation du réel se manifeste sous la forme de la configuration imaginée, quelque chose de ce type-là. Oui, mais il faut ajouter d'autres éléments aussi, parce que pourquoi cet intérêt pour le réel? Je me suis demandé ça après. Pourquoi alors qu'est-ce que le réel et pourquoi c'est... Je pense que là-dessus on est peut-être justement absolument pas d'accord, mais ça arrive. Mais ce qui m'intéresse à la fois dans la philosophie, mais aussi dans la vie d'une certaine façon, ou dans la façon dont un philosophe peut réfléchir sur la vie. Par vie, j'entends l'existence, notre condition, etc. Ce sont tous les phénomènes dans lesquels s'exprime un geste de dépassement, un geste de transcendance, mais pas transcendance au sens où on pense déjà à une instance transcendante, ailleurs, au-delà, etc., mais c'est plutôt le mouvement vers la transcendance. Donc vraiment entendre la transcendance au sens verbal et pas au sens du substantif. Et effectivement, un des problèmes qui m'occupe depuis un certain temps, c'est pas très original, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un peu passé, ce n'est plus au centre des préoccupations. Il y a plusieurs siècles, c'était le sujet par excellence. C'est de réfléchir sur le miracle absolu que nous puissions disparaître. Le miracle absolu, c'est que nous sommes là, nous vivons, et il va y avoir un moment où ça disparaît complètement, s'anéantit. Et comment peut-on penser ça? Alors au Moyen-Âge, il y a des milliers de traités là-dessus, mais Heidegger a tout à fait raison de dire on ne veut pas aborder ce sujet-là, on le repousse, on le fuit, etc. Mais j'entends pas simplement par là
notre rapport à la mort, à l'angoisse que ça peut provoquer, etc. Parce que beaucoup de gens n'ont pas de problème d'angoisse par rapport à la mort. Beaucoup de gens ont, mais d'autres non. Non, c'est métaphysiquement ou ontologiquement, comment est-ce possible que quelque chose qui est là disparaisse complètement. Et évidemment, ça pose aussi la question de l'autre bout, comment quelque chose qui n'est pas là peut apparaître. Et après, la question tout aussi fascinante, par laquelle j'avais commencé, comment concevoir l'entre-deux. Hein, je pense que le temps est vraiment la notion principale par rapport à ça. Pas l'espace, vraiment le temps. Comment bon. Et tout ça, ce sont des questions, et on pourrait en rajouter d'autres. Le beau, le bien. Il y a un certain nombre de phénomènes, et je rajouterai tout particulièrement aussi la compréhension. Comment est-ce possible de comprendre quelque chose? Comment est-ce possible que quelque chose qui ne soit pas compris, peut-être compréhensible, apparemment, que ça le devienne? Ou comment est-ce possible de rencontrer quelqu'un? Vraiment rencontrer quelqu'un. Hein? Donc à chaque fois, ce sont des gestes de la transcendance, et je pense que je mets simplement le réel un peu comme une étiquette à la place de ça. Le réel, c'est à chaque fois quand on touche ça. Hein, quand on touche quelque chose à toutes ces questions-là. Et ça, forcément, ça met en jeu différentes couches ou différentes dimensions. Et je n'ai pas encore compris pourquoi c'est l'image qui exerce cette fascination par rapport à cela. Je constate simplement qu'un certain nombre de philosophes et de penseurs, et après on trouve ça partout, on trouve ça dans la littérature, que l'image entre de façon constitutive dans cette compréhension-là de la réalité. Et Black Mirror ajoute maintenant une composante, parce que ce que Black Mirror ajoute, c'est la dimension de la virtualité. Et il se trouve, c'était pour moi une découverte plus ou moins contemporaine, à la rédaction du livre, deux choses, je soulignerai deux choses à cet égard. Premièrement, c'était à peu près contemporain à ce hype de ChatGPT. Il y a 1 an et demi, plus ou moins personne ne savait ce que c'était, seulement les spécialistes. Et vous vous rappelez, je crois que c'était en novembre, l'année dernière, on lance ChatGPT, et de quoi on se rend compte? On se rend compte que beaucoup de gens disent oui, c'est pas, de toute façon, c'est pas la pensée, et ça n'a rien à voir avec la vraie pensée, la vraie vie, la vraie création, etc. Sauf que les informaticiens qui travaillent dessus disent des choses assez bizarres. Ils disent, en fait, le système a généré... alors, quand on pose une question, d'abord on explique, oui, c'est purement statistique, c'est-à-dire... quelle est la probabilité qu'après telle série de lettres apparaisse ensuite la réponse, et que c'est purement stochastique, purement probabiliste, et il n'y a aucun sens derrière, et la machine ne pense pas, etc. Mais en fait, les informaticiens maintenant expliquent qu'avant de répondre, le système génère une couche sémantique, une couche de sens. Et la réponse à la question, elle est puisée dans cette couche de sens. Et on ne comprend absolument pas comment ça fonctionne, comment ça a pu se faire, etc. Mais ce n'est pas immédiat comme ça. Et un autre point intéressant aussi, qui coïncide avec ça, c'est une théorie physique qui a été présentée en Angleterre il y a 1 an aussi, qui dit que l'information doit être considérée comme un nouvel agrégat de la matière. Il n'y a pas que gazeux, liquide et solide et plasma, mais il y a un autre état d'agrégat physique, l'information. Et bon, je vais vite, mais si on pense jusqu'au bout cette théorie-là, et qui est maintenant
prise au sérieux en physique, on ne peut pas exclure que nous vivions dans un monde simulé. Hein, cette thèse du monde simulé, bon, ça a été déjà formulé depuis beaucoup de décennies, mais maintenant il y a des développements. Bon, ce n'est pas prouvé, ce n'est pas démontré, etc. Simplement, ce qu'on constate, c'est que des discours qui relevaient avant purement de la science-fiction, d'une certaine façon, entrent dans le discours théorique. Et ce que je dis très rapidement et de façon très imparfaite au début du livre, c'est de dire bon, il faut maintenant que la philosophie se penche un peu sur tout cela et tire les conséquences et formule les thèses qui peuvent être justement posées à partir de tous ces phénomènes. Et c'est ça la raison pour laquelle je fais ça. Alors, si je peux rebondir, après bien sûr on commencera un dialogue avec la salle, je voudrais quand même rebondir sur ce dernier développement et t'interroger sur le rapport que tu parviens à faire entre ce type de problème-là et la phénoménologie, c'est-à-dire ce courant spécifique de la philosophie transcendantale qui est le courant dans lequel tu t'inscris. Parce que ça pose une espèce de paradoxe. Comme tu le disais, au fond, bon, l'idée qu'on ne vit pas dans la vraie réalité, enfin, l'idée selon laquelle notre vie se déroulerait dans l'apparence et que cette apparence nous séparerait de ce qu'est le réel lui-même, avec cette question de savoir comment est-ce qu'on pourrait accéder à travers l'apparence ou contre elle, etc., à cette réalité, au fond, c'est une idée. Enfin, ce problème-là, ce problème se confond avec le problème de la philosophie elle-même. Alors on pourrait prendre Parménide dans un certain sens, même si on prend Platon, qui est notre père à tous, nous autres les philosophes, bon, l'une des manières de présenter le problème de Platon, c'est justement ça. C'est-à-dire, voilà, ce qu'on perçoit, c'est de l'ordre de l'apparence, et le réel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir et auquel il faut accéder par la pensée, à travers un peu de processus, etc. Donc, en un certain sens, on pourrait dire que Platon est déjà un auteur parfait pour penser Black Mirror, dans un certain sens, et que Black Mirror est une série platonicienne qui nous explique qu'on vit dans un règne d'images, hein, et que bon, le problème de la réalité se pose comme ce qui est au-delà éventuellement des images, qu'on soit ou qu'on ne soit pas capable d'y accéder. Ce qui est problématique lorsque ce motif, disons, de pensée est repris par un phénoménologue comme toi, c'est que, à certains égards, la phénoménologie, elle a commencé par s'opposer à Platon sur ce point précis. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire, hein, mais c'est une histoire qui remonte à Kant, dont tu parlais, je dis son nom en français, francisé, Kant, où l'une des grandes thèses de Kant, dans la critique de la raison pure, au tout début de la critique de la raison pure, ça consiste en effet à faire cette opération que tu décris, hein, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a de réalité ou d'objectivité que sous la condition d'un certain type de rapport subjectif qu'on entretient avec elle, avec cette réalité, que la philologie appellera un vécu, bon, mais peu importe, et d'ajouter que le rapport subjectif que nous entretenons avec la réalité, ce qu'on vit tous, c'est pas de l'ordre de l'apparence, justement, précisément puisque c'est là où la réalité peut se constituer. Et quand on dit, voilà, il y a une différence en allemand, du coup, entre Erscheinung et Schein, entre apparaître et apparence, et la philosophie, elle s'intéresse à l'apparaître de la réalité, en fait. Donc, ce qui apparaît, c'est la réalité elle-même, justement, parce que l'apparaître, c'est pas une apparence. Et, alors, bon, chez Kant, il y a toujours des distinctions entre, quand même, ce qui nous apparaît et ce qui est, mais peu importe, la thèse première de la phénologie, la thèse par laquelle la phénologie s'institue, consistera à reprendre ça en un sens de radicaliser, c'est-à-dire qu'en disant que le phénomène, c'est pas ce qui nous sépare du réel. C'est ce qui nous permet d'accéder au réel tel qu'il est. Bon. Et donc c'est une thèse anti-platonicienne, c'est-à-dire que chez Platon, donc au point de départ de la philosophie, qui donne son impulsion à la philosophie, on a cette idée que ce qu'on vit du réel n'est pas le réel. Et que donc si on veut atteindre le réel, il faut aller à l'encontre de ce qu'on en vit. Bon. La thèse de la phénologie, c'est le contraire. C'est que si on veut aller au réel, c'est à travers ce qu'on en vit qu'on peut y aller. Alors quand un phénoménologue écrit sur Black Mirror, et réagit à l'idée selon laquelle on ne vivrait pas dans le réel, mais dans un ensemble d'images, etc. Je dis, est-ce qu'il est encore phénoménologue, est-ce qu'il n'est pas encore phénoménologue Au début, quand on ne connaît pas, on se dit, bon, est-ce qu'il n'est pas redevenu platonicien au fond? C'est pas grave, parce que ça on peut très bien. Hein. Et puis en fait, c'est un peu triste, parce que du coup, ça a déjà été fait par Platon. Pas du tout. Alors, mais du coup, pas du tout, mais pourquoi pas du tout? Du coup, c'est là que la question est un peu particulière. Alors, il y a une réponse dans le livre, mais
clair, enfin je veux dire, le livre apporte en fait une réponse tout du long de son écriture. Il y a un passage clé, à mon avis, que si vous le voulez bien, je voudrais vous lire. Alors, pardon pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de la philosophie transcendantale, mais en même temps le texte est très clair. Donc, mais je voudrais le lire parce que c'est là-dessus que je voudrais, pour finir l'entretien et puis on discute ensemble, mais quand même t'interroger. Alors comme c'est la première fois que je l'ai entre les mains, j'espère que je vais retrouver le passage. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est page 115, donc c'est dans la conclusion qui s'appelle « La philosophie aujourd'hui ». Et tu écris la chose suivante. L'introduction par Kant du concept de phénomène ou d'apparition, tu traduis comme ça, enfin Erscheinung, est liée à l'idée selon laquelle la connaissance et le savoir ne pourraient être fondés qu'à la condition que l'objectivité soit reconduite aux actes de constitution subjective de l'objet, seul capable d'en garantir la nécessité. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'objectivité, c'est pas quelque chose qu'on conquiert contre la subjectivité, mais sous la condition de la subjectivité. Avant que Kant ne suspendît le savoir pour laisser une place à la croyance, ça c'est une affaire kantienne, son geste consista d'abord à imposer à la réalité en soi, entre guillemets, la supposée réalité au-delà de ce qu'on en vit, certaines limites, et ainsi à instituer, ou du moins à ouvrir, ce que la phénoménologie de Fichte avait appelé image, pour lui reconnaître justement une telle fonction constitutive dans la configuration de la réalité. Donc, la thèse de fond quand même de Kant, c'est effectivement une thèse anti-platonicienne. Le phénomène, l'apparence, l'apparaître, c'est pas ce qui nous sépare du réel, c'est ce qui nous permet de nous rapporter au réel, ou ce qui permet au réel de se constituer. Je saute quelques lignes, et là tu ajoutes « Cette opération de légitimation de la connaissance a un envers, et, en la convoquant, Kant a, dis-tu, involontairement ouvert une boîte de Pandore. Celle de l'apparence, du simulacre, de l'illusion, et finalement de la manipulation que cette reconduction de la réalité à l'image rend possible. Le fait qu'il ne soit pas toujours possible de distinguer ce qui relève de l'apparaître ou de l'apparence, de la production de la réalité ou de son recouvrement par le simulacre, le fait que ces deux perspectives, pour reprendre la formule que Platon mobilise au sujet de la différence du philosophe et du sophiste, se ressemblent comme chien et loup, pose un problème qui va bien au-delà de la critique habituelle de la connaissance, constamment répétée dans le postmodernisme. Black Mirror pose le même problème de différentes manières et chaque fois par le prisme de la technique, des images et des motifs monstrueux au sens propre du terme étant intelligemment convoqués pour rendre cette double perspective visible et compréhensible. Donc le geste que tu fais, c'est un geste à mon avis assez subtil phénoménologiquement, qui consiste à dire la chose suivante. Une fois qu'on admet qu'il faut être sérieux, en fait, la réalité c'est ce qu'on vit, il n'y a pas d'arrière-monde, etc. Donc une fois qu'on reconduit la réalité à ses phénomènes ou à son apparaître pour un sujet. Donc, une fois qu'on a quand même rassuré un peu les gens, parce que Platon c'est pas très rassurant, parce que Platon c'est quand même un philosophe qui vous explique que vous vivez dans l'illusion pure et simple tant que vous n'avez pas commencé à faire de la philosophie et que vous n'avez pas accédé par la pensée à quelque chose de stable et de réel. Donc une fois qu'on a rassuré tout le monde en leur disant « vous en faites pas, vous vivez dans la réalité », parce que le réel c'est justement le corrélat de ce que vous vivez, advient Alexander qui dit « oui mais c'est ça la boîte de Pandore, c'est que si on accepte l'idée que la réalité c'est ce qu'on vit, il suffit que ce qu'on vit soit lui-même indécidable quant à son statut de réalité ou d'apparence, pour que cette apparence contamine en fait toute la réalité. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu entends la boîte de Pandore. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un retour à Platon, c'est-à-dire c'est pas on vit dans l'illusion et puis il y a une réalité, c'est on vit dans la réalité, mais comme on vit dans la réalité à travers notre vécu, et que rien ne garantit que le vécu lui-même soit réel, alors il est possible qu'en réalité on vive dans une simulation. Donc c'est une sorte de platonisme du vécu, en quelque sorte, en tout cas appliqué au vécu. Et donc ma question c'est, donc je pense que l'opération est très importante, elle a des précédents historiques, toi-même tu te réfères, alors au Pacifique je te dirais ça comme ça, mais tu te réfères à Derrida, tu te réfères notamment à Richir aussi, tu convoques toute la problématique du malingénie cartésien, etc. Et c'est là-dessus que ça porte. Et donc ma question c'est, est-ce que tu as le sentiment en faisant ça, alors, de rompre avec, disons, les dogmes premiers de la phénoménologie, et est-ce que tu as le sentiment, de ce point de vue, de te réinscrire davantage dans une tradition platonicienne, même si c'est par la médiation de la phénoménologie, ou au contraire quand même de rester phénoménologue, c'est-à-dire quelqu'un qui pense quand même que... Alors vous savez, parce que c'est Simone de Beauvoir qui raconte, c'est une anecdote célèbre, que Sartre était très content parce que quand Raymond Aron lui a expliqué qu'il pouvait faire de la philosophie en parlant d'un cocktail aux abricots, il s'est dit oui, voilà, enfin une philosophie qui parle du réel lui-même. Bon. Donc est-ce que tu as le sentiment que tu es encore sartrien, c'est-à-dire que tu, en ce sens-là, ou phénoménologue en ce sens-là, c'est-à-dire que quand tu bois un verre d'eau, tu as la réalité du verre d'eau, ou est-ce que tu trouves un certain nombre de doutes quant à cette position
réaliste, pas en un sens ontologique du terme, réaliste en un sens presque courant, c'est-à-dire la philosophie, elle analyse la réalité dans laquelle on vit. Est-ce que tu es fidèle quand même à ce geste-là, ou est-ce que au fond c'est un geste que justement tu dépasses ou tu transcendes pour réinscrire quelque chose comme ce qui est quand même au cœur de la série, à savoir que finalement la réalité ça tient pas véritablement sur soi, et la question de l'indiscernabilité de la réalité de l'apparence quand même se repose à notre époque via le problème de l'image. Alors, en fait, dans la question que tu viens de poser, à la fin, avec Sartre, ça a pris un infléchissement un peu différent par rapport à ce qui a été dit avant. Moi, je dirais la chose suivante. Est-ce que c'est encore phénoménologique ? Cette question-là, elle est moyennement intéressante. Non, mais telle que je l'ai posée, mais elle est intéressante pour les phénoménologues. Et là, je dirais une chose très simple là-dessus. Je dirais qu'il faut vraiment prendre acte du fait que la phénoménologie, elle n'est pas une chose, elle n'est pas ce que Husserl et Heidegger ont dit, mais il y a, à partir des années 60, un net clivage, une nette rupture, quelque chose de nouveau qui est apparu dans la phénoménologie, qui fait que si on parle aujourd'hui de phénoménologie, il faut préciser de quoi on parle exactement. Et moi, je dirais, je m'inscris très clairement dans l'idée qu'à partir des années 60, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu en phénoménologie. Et cette nouveauté-là, on peut la décrire de plein de façons différentes, et une des façons drôles ou marrantes par rapport à la question que tu viens de poser, c'est on peut par exemple la lire à partir d'un petit commentaire que Deleuze a fait de Platon. Dans les annexes, dans les suppléments de la logique du sens, le premier supplément est intitulé « Platon et le simulacre ». Et qu'est-ce que dit Deleuze, qui pour moi fait partie de ces nouveaux phénoménologues. Deleuze est à ranger là-dedans comme Derrida, Richier. Ça, c'est les trois grandes figures de ça. Qu'est-ce que dit Deleuze là-dedans ? Deleuze dit là-dedans, on a compris Platon, tout le monde a compris Platon d'une certaine façon, mais il faut le comprendre autrement. Et il faut le comprendre de telle façon, je dis simplement la thèse simplement, il faut prendre la mesure du fait que ce qui constitue vraiment le réel pour Platon, c'est le simulacre. Mais ce n'est pas l'idéalité. Et donc, si on demande est-ce que tu retombes dans le platonisme, je dirais oui, je suis platonicien à travers cette lecture deleuzienne de Platon à laquelle je souscris complètement, et qui n'est rien d'autre qu'une posture phénoménologique nouvelle à partir des années 60, et dont on peut, par exemple, autre référence un peu marrante, parce qu'on ne s'y attend pas du tout, dont on peut par exemple trouver la source chez Roland Barthes. Il y a un texte de Barthes de 62-63 où il dit, le titre du texte, c'est un court texte, un texte très court, le titre c'est « L'activité structuraliste ». Et il explique en quoi consiste l'activité structuraliste. Et qu'est-ce que l'activité structuraliste ? C'est exactement l'explication que l'ingénieur Beppo dans John is Awful, à la fin de l'épisode, quand il explique à John comment ça fonctionne avec l'ordinateur quantique, ben c'est la même idée. C'est exactement la même idée. C'est-à-dire, le réel, on le décompose et on le recompose. On le reconstitue. Mais en le reconstituant, on ajoute quelque chose. Et ce surplus-là, c'est ça qui constitue le réel. Et il dit, Barthes dit dans son petit texte, il dit, ce surplus-là, c'est l'humain, c'est l'anthropologique. Mais il parle d'une reconstitution et il appelle ça le simulacre. Ce truc reconstitué, qui est le réel, c'est le simulacre. Et on peut montrer, parallèlement maintenant depuis quelques mois, je travaille à la fois sur Deleuze et à la fois sur la nouvelle phénoménologie, et qui, d'une certaine façon, développe là, ce dont on vient de parler, qui clarifie le rôle du simulacre, la part de la fantasia, la part de l'imagination dans la constitution du réel, et donc le rôle de l'image aussi là-dedans. Et c'est effectivement un nouveau virage, un nouveau point de départ que la phénoménologie a fait. Et Derrida, dans son premier texte, son mémoire de maîtrise qu'il a écrit à 23 ans,
il en fait la théorie de ça. Il en fait déjà la théorie, et Deleuze le reprend dans la logique du sens, Richir dans différents textes à son tour, et donc ça reste tout à fait phénoménologique, mais à condition de donner congé à la phénoménologie de Husserl et une certaine phénoménologie de Heidegger.